Merci beaucoup, Monsieur Poirier, et merci pour cette belle organisation, en fait, de cette journée-là par l'ITIS et le EDS. Donc, ma présentation aujourd'hui, ça va porter encore sur les capteurs et des objets interconnectés, intelligents. Donc, c'est ce qu'on veut observer, évidemment, c'est l'environnement. Et cet environnement-là, dans notre domaine en géomatique, pour longtemps, on a cherché à modéliser, représenter, comme tu disais, visualiser l'espace physique. Et comme vous avez vu aujourd'hui, de plus en plus, autant en géomatique et dans d'autres domaines, l'aspect humain devient très important à considérer dans tout ce qu'on parle de l'intelligence de l'environnement. Et dans cette perspective-là, en effet, c'est ce que je présente, c'est une partie de mes activités de recherche financées par le CRSNG, où on parle de place plutôt que l'espace comme concept étant beaucoup plus riche, qui intègre le côté, tout comportement, action humaine dans c'est ce qu'on appelait déjà espace. Donc, la place, c'est un concept qui est beaucoup plus riche, qui comprend toutes les informations d'interaction entre humains et aussi interaction humaine-environnement et l'information sur l'environnement physique. Donc, dans cette perspective-là, en effet, on pense à des environnements intelligents. En effet, toujours, la technologie, c'est un outil qui vient nous aider à développer des meilleurs environnements pour notre vie, pour notre communauté. Et donc, quand on parle d'environnement intelligent, et l'intelligence d'ici, ça peut signifier plusieurs choses. Numérique, informé, adapté, la capacité de s'adapter aux besoins de ses citoyens. Parmi, évidemment, les technologies qu'on entend beaucoup parler depuis quelques années. Donc, il y a les capteurs et aussi maintenant, de plus en plus, les objets intelligents interconnectés. En effet, qu'est-ce qui est, disons, différent ou ça vient un peu ajouter à ce qu'on connaissait sous forme de capteurs? C'est de plus en plus, on donne l'identité à des objets. Des objets qui deviennent intelligents, mais intelligents dans le sens de s'adapter aux besoins des citoyens, des personnes. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on voit beaucoup de développement des objets intelligents et connectés à l'Internet. Des objets qui fournissent de l'information, qui se communiquent entre eux, mais entrent aussi dans un réseau pour faciliter notre vie. D'ici 2020, on dit qu'il y aura plus de 50 milliards d'objets intelligents connectés à l'Internet. Donc, parmi ces, disons, composants importants d'une telle technologie, on parle évidemment de l'objet même, comme on peut donner des exemples comme auto ou maison intelligente. Une identité maintenant à l'objet, donc pouvoir le connaître, pouvoir savoir de qui on parle, de quelle maison on parle ou de quelle auto. Des capteurs intégrés à ces objets-là, donc qui permet aussi une capacité de mesure ou d'observation de leur environnement immédiat et la capacité de s'adapter aussi à des actions que ça se passe dans ces environnements-là. Pardon. Évidemment, pour pouvoir communiquer l'information, ça nous prend un réseau et les protocoles, les outils qui permettent aussi de traduire ou communiquer l'information captée par l'objet même au réseau et recevoir et agir en fonction de l'information qu'il reçoit. Vous connaissez ce diagramme-là, en fait, qui positionne en fait tout ce qui est la technologie innovante et comment une technologie est proposée, créée, une innovation en effet, et ensuite comment ça évolue.
certaines innovations, évidemment, sont créées, mais qu'on entend beaucoup parler de ça avec le média et tout ça. Mais après quelques temps, on n'entend plus. Donc, évidemment, ce sont des technologies qui meurent. Donc, dans ce graphe-là, comme vous pouvez constater ici, en 2014, vers la fin de 2014, les objets interconnectés étaient reconnus comme les tops des technologies innovantes. Évidemment, ça reste encore, ces technologies restent encore de faire leurs preuves dans le marché. Donc, le reste de graphe, on va voir comment ça va suivre. Est-ce que la technologie va tomber ou qui va prendre un vol et ça veut dire ça va être stabilisé et que là, ça va être l'industrie qui va prendre ça en charge. Malgré que cette technologie sous une forme actuelle, c'est-à-dire ça continue d'être évolué, mais ça existe depuis quelques années. Donc, ce qui est aujourd'hui, on a parlé beaucoup de capteurs et c'est ce qui était peut-être implicite ou on a mentionné ça très rapidement, c'est la présence de l'aspect géospatial et le temps. Donc, toute information qui est créée et mise en disponibilité sur le réseau, ces informations-là doivent être, comme on disait, doit être traité, stocké et analysé, et des outils qu'on doit développer pour pouvoir prendre ça en charge. Donc, l'aspect SIG, système d'information géographique, ou des technologies géospatiales, c'est important pour pouvoir travailler avec ces données-là. Donc, ça nous amène à une nouvelle ère de s'adapter aussi à ce nouveau environnement. Donc, comme le philosophe Gibson qui disait, en effet, chaque objet dans l'environnement, il y a une affordance. Et là, avec l'ajout de cette intelligence-là à l'environnement et aux objets, nous, en tant qu'humains, évidemment, notre façon d'utiliser ces objets-là, ça change graduellement. Donc, on s'adapte de plus en plus à cette nouvelle réalité. Mais tout à l'heure, dans la séance qui vient de passer, on parlait évidemment sur la mise en garde qu'on faisait par rapport à la technologie. Et c'est vrai, il faut qu'on soit conscient de tout risque et danger que ça peut apporter la technologie pour nous. Mais par contre, on doit voir aussi que cette évolution-là, c'est très naturel dans nos sociétés et que ça amène de l'aide et qui permet de créer une société où la technologie sert au bien-être de l'humain, du citoyen. Donc ici, on voit que on commence à développer des environnements intelligents, maisons intelligentes pour pouvoir donner des services nécessaires aux aînés et aussi de les laisser en tant qu'humains leur autonomie. Donc, en même temps on prend soin d'eux, mais qu'ils se sentent tout en sécurité et donc continuent leur vie. Une autre application intéressante de pouvoir donner le service de la santé à des personnes atteintes, supposons un asthme, dans différents endroits, supposons de leur activité quotidienne dans la ville. Donc, les professionnels de santé vont être au courant de l'état de santé des personnes et qui vont pouvoir agir à temps pour les aider. Un autre exemple, il y a quelques mois, on a vu ça dans le Soleil, une technologie mise en place par Volvo où il intègre des capteurs dans les nouveaux autos et qui sont des capteurs qui mesurent l'environnement, l'état de chaussée, le niveau de friction. Et ces informations-là sont communiquées aux autos à un rayon de 1 km à 2 km. Donc, les personnes qui suivent cette auto-là sur l'autoroute, donc ils sont avertis de la condition d'une route. Souvent, on n'a pas cette information très détaillée sur les routes et l'état de route. Donc, ça, c'est une autre information intéressante ou une application intéressante des réseaux d'objets intelligents.
Un dernier, plus thématique d'aujourd'hui, évidemment, on a parlé ce matin de irrigation agricole. Là où aussi on utilise différents capteurs qui mesurent les conditions de sol et conditions d'eau, et finalement, l'intégration de ces informations-là, évidemment, permet de planifier mieux les activités agricoles. Maintenant, en effet, je vais présenter une partie d'un projet financé par encore CRS-NG où on a tenté d'adresser une problématique qui est sur l'usage des réseaux de capteurs, et qui est plutôt le placement. Tout à l'heure, on disait que, OK, on place un certain nombre de capteurs dans l'environnement comme ça, mais évidemment, pour pouvoir bénéficier ces capteurs-là, c'est pas comme ça qu'on les place. Évidemment, dépendamment quelle est l'application, nous, on essaye de proposer des solutions innovantes qui permettent de tirer le plus d'avantages de ces réseaux-là. Les réseaux de capteurs, en principe, évidemment, ici on parle de couverture, c'est ce qu'on appelle la blank coverage. Évidemment, il y a d'autres types de couverture qu'on peut parler de réseaux capteurs, mais ici on parle surtout des capteurs qui est visuel comme caméra. Donc l'idée, c'est simple, c'est que vous avez un environnement, vous voulez l'observer, supposons pour la question de sécurité ou pour la question de surveillance de trafic, d'autres objectifs, et vous voulez voir quelles seront les normes optimales de capteurs qui seraient nécessaires pour finalement observer cet environnement-là. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place une méthodologie. Juste brièvement, évidemment, les capteurs peuvent être directionnels ou omnidirectionnels et qui sont placés dans un réseau. Il y a plusieurs, évidemment, paramètres à regarder lorsqu'on forme un réseau de capteurs. Des questions comme la communication, géolocalisation, on parle de coûts d'opération, tout. Et parmi eux, évidemment, on a regardé dans ce projet-là la couverture, comme je viens de mentionner. Et dans ces couvertures-là, évidemment, juste pour parler de capacité d'un capteur omnidirectionnel ou directionnel, on voit que en termes de modélisation d'espace que ça peut couvrir aussi, il faut faire attention, dans le sens que souvent on parle d'une portée, la portée qui est souvent communiquée par le fabricant, mais sauf cette portée-là, c'est pas constant, avec, supposons, juste les ressources connectées au capteur. Quand ça diminue, évidemment, cette couverture aussi, ça commence à diminuer. Donc, pourquoi c'est important? Parce que vous vous souvenez de cet événement l'été passé, je pense, une prison ici, qu'un hélicoptère était descendu dans une prison et qu'il a pris quelques malfaiteurs et finalement, on ne l'a même pas vu ou à peine on a vu l'hélicoptère. Donc, ça met en évidence évidemment l'importance d'optimisation de réseau. Comment on peut vraiment s'assurer que un environnement est couvert de façon adéquate sans avoir des trous dans cet environnement-là. Donc l'objectif ici, évidemment, c'est de voir comment on peut jouer avec la position des capteurs et finalement de s'assurer que cet espace-là est observé, surveillé adéquatement. Et ça, la méthodologie qui a été proposée, c'était une méthodologie, disons, contextuelle, dans laquelle chaque senseur devenait aussi averti de son environnement. Donc, c'est là qu'on parle de contexte d'un capteur. Est-ce que je suis dans un environnement 3D? Est-ce que je suis derrière d'un arbre? Est-ce que finalement, c'est un environnement où il y a beaucoup de déplacements de personnes? Donc, toutes ces informations-là, ça a été réunis sous le thème de contextual information. Donc là, ça a été intégré dans une méthode qui est née de l'idée où
ces capteurs-là peuvent interagir dans l'environnement et ils peuvent interagir entre eux. Donc, ces capteurs-là, donc la méthode a permis de créer une procédure qui permettait de lancer une simulation et finalement stabiliser le réseau. Juste quelques exemples de résultats. Ici, on voulait capter, évidemment, on voulait augmenter le niveau de couverture du réseau. Et dans cet exemple-là, on voulait mettre des capteurs autour d'une rue sans le mettre finalement sur le chaussée. Et là, en faisant une approche de pondération sur les contraintes qu'on a dans l'environnement, on a essayé de lancer la simulation et finalement d'essayer d'améliorer la position des capteurs autour de cette rue-là. Un deuxième aspect qu'on a adressé évidemment tout à l'heure, ce matin et cet après-midi, on en a parlé, c'est l'usage des données de capteurs. On a évoqué les données massives, donc c'est là qu'on en parle aussi beaucoup partout, spécialement en particulier à l'Université Laval, où on est en procédure de création d'un centre ou un institut aussi sur les données massives. Donc c'est une préoccupation. Donc ici, l'idée c'est de voir comment, en effet, ce matin j'ai posé la question à un des collègues qui présentait et que finalement quand on utilise multitude de capteurs, les informations de chaque capteur, c'est défini. En fait, il y a certaines sémantiques, si on peut dire, et des normes où, si ces normes-là se parlent pas entre eux, on n'est pas capable de finalement bénéficier de l'information et intégrer ça à d'autres informations de capteurs. Et aussi, quand on envoie ces informations sur le net, évidemment, il y a une capacité humaine pour analyser, comprendre ces données-là, mais si dans un contexte de données massives, si on voulait que les machines aillent chercher ces données-là sur l'Internet et qu'ils les intègrent de façon cohérente et consistante, donc ces hétérogénéités-là, c'est un défi. Donc donc c'est là qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur de nouvelles technologies nommées web sémantique, qui permet d'ajouter une certaine signification sur les données captées par différents types de capteurs et qui permet de faciliter l'usage de ces données-là. Donc, quand on parle des données de capteurs et d'autres données, on parle évidemment de plus en plus de big geodata parce que ces données-là sont géolocalisées de façon majoritaire, plus de 80%. Donc, dans ce sens, on parle de leur volume, hétérogénéité, vitesse de production, quand on parlait des observations de capteurs à chaque seconde ou minute, et aussi la qualité de l'information. Donc, lorsque ces données-là sont acquises, supposons si on voulait surveiller le feu de forêt, supposons dans un forêt, comment, en ayant un réseau de capteurs, on détecterait l'étendue de ce phénomène de feu. Donc, en fait, l'analyse de ces données massives et extraction spatiale, étendue spatiale du phénomène et aussi son suivi. C'est un phénomène qui bouge dans le temps et dans l'espace. Et comment on pourrait reporter ça de façon précise aux autorités. Dans ce cas-là, vous avez encore exemple de feu et aussi peut-être une communauté, un village dans une forêt. Comment, en fait, on devrait annoncer finalement le risque qui s'approche à cet village-là pour déployer de façon optimale nos ressources qui sont toujours limitées dans ce cas-là. Et quelques derniers points, le projet d'un de mes étudiants au doctorat. Donc on voit, supposons on parlait ce matin de qualité d'eau et cette contamination qui pourrait être pas très, disons, binaire, 0 ou 1, dans le sens qu'on devrait quelque part
considérer cet aspect vague des objets spatiaux ou de étendue spatiale de cette contamination se faisant dans l'eau. Et c'est sur cet aspect-là qu'on travaille avec cet étudiant-là sur la représentation floue d'étendue des phénomènes qu'on surveille par des réseaux de capteurs et des réseaux de capteurs qui sont distribués et que finalement chaque capteur amène une connaissance très limitée dans l'espace et c'est par l'inférence à partir des données qu'on capte et qu'on intègre qu'on est capable finalement de proposer une limite ou limite floue ou déterminée de ces phénomènes-là dans l'espace. Donc, on continue de travailler sur ces éléments-là actuellement. Donc, autre défi, intégration des données capteurs et d'autres données fournies par des citoyens, donc des données volontaires. Cet aspect hétérogénéité sémantique et syntaxique des données qui sont disponibles par des objets intelligents sur l'Internet et comment on peut automatiser leur intégration et leur analyse de façon intégrée. On continue de travailler sur toujours le problématique de déploiement efficace. Le côté, ce matin, on a parlé de sécurité et confidentialité des données qui sont fournies finalement sur des objets et sur des personnes. Et gestion, analyse, visualisation des données massives en temps réel. Donc, ce sont des défis encore qui ont besoin de beaucoup de recherche et beaucoup de chercheurs, évidemment, multidisciplinaires qui regardent ces aspects-là. Donc, en conclusion, comme d'autres technologies, les objets interconnectés intelligents sont au cœur de l'innovation dans l'observation et suivi de l'environnement et des ressources. Donc, c'est dans ce sens que ils peuvent contribuer de façon positive à l'avancée dans ce sens. Données massives et des défis qu'on a pour leur analyse, visualisation et gestion efficace. Gestion de qualité, sécurité et confidentialité des données qu'on capte par des objets connectés, c'est important. Et ce sont des défis qui ont besoin vraiment de collaboration entre différentes disciplines, des chercheurs et des gens de milieu de l'industrie pour pouvoir arriver à résoudre des problématiques qui se présentent dans ce contexte-là. Merci beaucoup pour votre attention.